Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de conjoncture que vous propose, comme vous le savez, très régulièrement maintenant le Cercle des économistes, composé de 30 membres. Le président du Cercle, Jean-Hervé Lorenzi, devait être avec nous pour l'ouverture de cette visioconférence, mais il a été retenu par une obligation de dernière minute et Jean-Hervé Lorenzi vous prie de bien vouloir l'en excuser. Alors le thème développé ce soir, vous l'avez sous les yeux bien sûr, puisque vous avez eu l'invitation de cette visioconférence, nouvelle donne géopolitique mondiale, quel impact sur l'économie globale? Alors un thème évidemment pour le moins d'actualité dans le contexte sanitaire et économique très tendu actuel. Les questions sont nombreuses. Le Covid va-t-il rebattre les cartes sur le plan économique et financier? Quid des plans de soutien et de relance des différents États au niveau européen mais aussi mondial? Qu'attendre du changement de gouvernance aussi aux États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden, donc qui prendra la Maison-Blanche dès mercredi lors de son investiture. Quel agenda géopolitique pour 2021? Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Et les questions, vous pourrez vous-même les poser tout à l'heure, puisque c'est le propre de cet exercice, bien sûr. Chaque mois, nous vous donnons l'occasion d'interagir et d'interroger, de questionner les différents membres du Cercle des économistes qui se prêtent à ce point de conjoncture. Alors c'est Hélène Ray qui va être avec nous et qui va nous éclairer ce soir. Bonsoir Hélène Ray. Bonsoir Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne depuis Londres où vous résidez et où vous enseignez. Vous êtes membre évidemment du Cercle des économistes. Vous enseignez à la London Business School. Vous êtes spécialisé notamment en macroéconomie internationale. Je ne vais pas citer tous vos titres, vous êtes également chercheuse dans différents centres internationaux et puis bien sûr vous publiez de nombreux ouvrages et de nombreux articles. Nous pouvons retrouver l'ensemble à la fois de votre profil et de vos écrits, de vos travaux sur le site du Cercle des économistes. Alors avant de vous donner la parole, je rappelle simplement quelques principes de base, les règles à suivre ce soir. Vous allez nous exposer votre point de vue pendant une quinzaine de minutes et ensuite, eh bien, ce sont les internautes, vous toutes et tous, mesdames et messieurs, qui nous regardez actuellement, qui allez pouvoir poser vos questions à Hélène Ray. Vous savez comment faire, vous posez les questions, nous, d'ailleurs déjà quelques-unes arrivent, vous voyez Hélène Ray, donc déjà le succès avant cette intervention et nul doute que ce que vous allez nous présenter ce soir va susciter d'autres questions très intéressantes. Je préviens tout de suite, c'est très frustrant, on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions, mais on fera le maximum. Voilà, je ne perds pas plus de temps. Hélène Ray, c'est à vous, nous vous écoutons, merci. Et merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je vais commencer par discuter de 3 points de façon relativement brève et bien sûr, après, nous pourrons continuer les discussions avec plus de détails durant les questions. Donc, les 3 points sur lesquels je voudrais commencer sont d'une part un panorama à très gros traits de l'économie mondiale et les liens entre situation sanitaire et conjoncture économique. Donc, ce sera mon premier point. Le deuxième point sera sur les 2 bouleversements géopolitiques du moment, qui sont le Brexit. C'est quand même un des grands changements qui est intervenu au 1er janvier. Et deuxièmement, l'arrivée de l'administration Biden et la fin de l'administration Trump. Et troisièmement, j'essaierai de relier ces points avec notre situation en Europe, la situation européenne et les opportunités de collaboration peut-être avec le Royaume-Uni d'une part, qui est maintenant hors de l'Union européenne, et avec la nouvelle administration américaine. Donc voilà, donc pour commencer ce bref exposé, je vais m'appuyer sur 3 slides. Donc si on peut avoir la première slide. Il est très difficile de discuter de la situation présente, bien sûr, sans avoir d'abord un aperçu sur la situation sanitaire. Je crois que c'est quelque chose que nous avons appris, malheureusement, de façon assez dure. C'est les liens très étroits entre la situation économique et la situation sanitaire dans tous nos pays, et le fait qu'il n'est pas vraiment possible de discuter l'une sans discuter de l'autre. Et là, donc, c'est juste pour nous rappeler dans quelle situation nous nous trouvons en ce moment. Nous avons le nombre de morts par jour, par million d'habitants dans un certain nombre de pays. Et bien sûr, ce que nous pouvons voir sur ce graphe, c'est d'abord
la première vague de la Covid qui s'est abattue sur nous entre mars et juin. On a vu la première vague avec un nombre de morts élevé dans un certain nombre de pays. Et puis, on a vu le contrôle du virus qui a été effectué dans ces pays qui sont ici représentés, qui sont principalement les pays européens. J'ai mis la France, bien sûr, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Royaume-Uni. Et pour comparaison aussi les États-Unis, le Canada et le Japon. Donc une période avec une mortalité plus faible pendant l'été, puis une résurgence malheureusement assez rapide à l'automne, avec une croissance rapide des morts à peu près partout, sauf au Japon. Et c'est un peu aussi une caractéristique d'autres pays asiatiques, une croissance relativement moindre au Canada, mais une croissance très très préoccupante, comme vous pouvez le voir, au Royaume-Uni dans les derniers jours, avec la nouvelle variante du virus qui semble être très contagieuse et donc qui menace beaucoup de pays maintenant, selon on ne sait pas trop à quelle vitesse cette variante se propage. Donc tout ceci pour dire que c'était quand même très difficile de prédire l'arrivée, par exemple, de cette nouvelle variante du Covid au Royaume-Uni. Et donc, c'est par définition aussi très difficile de prédire ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et nous avons bien évidemment des liens très étroits entre la propagation du virus et l'activité économique, ne serait-ce que par les réactions de politiques publiques qui pourraient être de confiner de façon plus avancée certains pays, ce qui a des effets très prononcés sur certains secteurs d'activité, comme nous l'avons déjà expérimenté. Et cela va aussi dans les deux sens, ces liens entre politique sanitaire et politique publique et politique économique, dans le sens où lorsque l'on essaye aussi des fois de relancer l'économie dans certains secteurs, on a des effets sur la propagation du virus. Donc sur ça, je pourrais prendre l'exemple d'un programme qui a été discuté au Royaume-Uni, enfin qui a été implémenté au Royaume-Uni et qui a été discuté en France. C'était au cours c'était le Eat to Help Out programme du Royaume-Uni, c'est-à-dire un programme qui subventionnait la restauration et qui incitait les gens à aller manger au restaurant. Et malheureusement, donc, ce programme a bien eu un effet sur l'activité de la restauration au Royaume-Uni, mais aussi il y a une étude qui a pu montrer que en subventionnant la restauration, on avait aussi augmenté certains foyers de la Covid. Donc, il faut faire très attention aux interactions potentielles et ce sont des interactions qui dépendent des différents secteurs de l'économie. Bon, maintenant, si nous pouvons passer à la slide numéro 2. Ici, je vous montre les dernières projections du FMI qui ont été faites en octobre. Donc, c'est pas tellement pour dire qu'elles seront exactes. Bien sûr, les projections sont toujours fausses, mais sont toujours entachées d'une grande marge d'incertitude, surtout dans notre période. Mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur selon les différents continents et pour bien voir que le choc de la pandémie par définition, une pandémie, a vraiment été un choc mondial. Là, nous voyons que la baisse d'activité dans la zone euro était estimée en 2020 aux alentours de 8%. Donc pour la France, c'est aux alentours de 9%. Et le rebond était estimé aux alentours de 5%. On pensait un peu plus pour la France avant les derniers développements, donc on va voir. Mais on voit que le même genre de choc s'est produit évidemment aux États-Unis, s'est produit en Amérique latine avec là un choc très fort économique, mais aussi on connaît la situation sanitaire très très préoccupante en ce moment au Brésil, par exemple. Donc deux chocs économiques et sanitaires qui sont très forts. On voit que finalement la partie du monde où le choc économique semble le moins fort, c'est l'Asie, en particulier là ce qu'on voit sur le
Emerging and Developing Asia, c'est principalement l'effet de la Chine, avec une baisse moindre de l'activité en 2020 et aussi un rebond assez fort estimé pour la Chine en 2021. Donc, d'une certaine façon, le continent asiatique sort peut-être renforcé de la crise Covid en termes relatifs en tout cas. Et on pourrait discuter d'où viennent ces différences entre continents, entre régions. Il y a certainement énormément de facteurs qui ont pu jouer, et ces facteurs peuvent aller des normes comportementales dans les différentes sociétés, aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre, à l'expérience des épidémies qui étaient plus grandes chez nos amis asiatiques qu'en Europe peut-être ou ailleurs. Donc il y a vraisemblablement énormément de facteurs qui sont derrière ces hétérogénéités, mais on voit quand même que tout le monde a été touché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde l'Afrique, on avait très peur d'un grand choc sanitaire aussi dans les pays émergents et les pays en développement et dans les pays pauvres. Et là, on a plutôt eu une bonne surprise, peut-être. Tout ça est très et encore très très incertain, et on n'est pas au bout de nos peines du tout. Donc, il faut pas s'avancer du tout. Au sens sanitaire, ou peut-être le choc sanitaire a été bien géré, peut-être aussi à cause des caractéristiques démographiques de populations plus jeunes, on ne sait pas trop, de plus grande réactivité face à l'épidémie. Néanmoins, le choc économique est quand même très fort pour des pays pauvres ou en développement. Avoir des chocs de moins 3%, c'est vraiment assez dramatique. Et cela, c'est dû à l'intégration de toute façon dans l'économie mondiale, la baisse des flux commerciaux, la baisse d'activité des pays avancés qui bien sûr se répand, se diffuse vers les autres économies. On importe moins, donc ces pays exportent moins. Et aussi la baisse des fonds qui sont envoyés par les travailleurs immigrés dans leurs familles et qui font vivre beaucoup de familles dans les pays les plus pauvres. Et ces fonds ont baissé de façon assez importante avec la crise Covid. Donc, des effets hétérogènes, beaucoup d'incertitudes sur 2021, mais tout le monde a été touché, et il y a des interactions fortes entre la crise sanitaire et le côté et les différents secteurs de l'économie. Donc, pour souligner cette incertitude, nous allons passer maintenant à la slide 3. Où là, donc, c'est effectivement, les économistes aiment beaucoup mesurer tout ce que nous pouvons, en fait. Et nous nous sommes mis récemment à l'analyse textuelle et à analyser les différents rapports, différents textes pour construire de nouvelles variables, en particulier des mesures d'incertitude, par exemple. Alors ça peut être des mesures d'incertitude de la politique économique ou des mesures d'incertitude en général. Et là, nous avons, c'est un papier qui est de recherche qui mesure, qui construit un index de l'incertitude autour des pandémies. Et on voit que si on compare la Covid aux autres pandémies que nous avons expérimentées dans le passé, que ce soit le SARS, MERS ou l'Ebola ou la grippe aviaire, l'incertitude qui semble liée à la Covid atteint vraiment des sommets. Je pense que ça, avec ce que je viens de discuter, cela s'explique. Nous sommes dans une situation où nous avons un virus qui s'est vraiment répandu de façon globale, où il y a énormément d'incertitudes sur les mutations possibles, et où jusqu'à une date relativement récente, nous n'avions pas de vaccin, et où même lorsque nous avons un vaccin, nous ne sommes pas totalement sûrs de combien de temps le vaccin procurera une immunité, et si nous avons d'autres mutations, s'il faudra d'autres vaccins, etc. Donc il y a énormément d'incertitudes qui subsistent, et je pense que c'est quelque chose que l'on doit toujours garder à l'esprit lorsque nous allons discuter les mois à venir, ou voire même les années à venir.
Donc voilà, c'était mes 3 slides. Mais maintenant, je voudrais discuter sur ce thème de l'incertitude en rajoutant d'autres grands facteurs d'incertitude qui sont plus liés à des changements importants en géopolitique qui sont aussi en train de se passer. Donc le premier changement qui a eu lieu au 1er janvier, c'est tout simplement le Brexit qui était annoncé, mais qui est finalement acté. Et ça, c'est quelque chose qui toujours nous réserve quand même des surprises. Le Brexit est acté et la réalité prend forme, mais cette réalité n'est pas toujours n'est pas toujours semblable probablement à celle que les Brexiteers avaient pensé ou à celle que nombre de sujets britanniques avaient imaginé. Donc il y a eu par exemple récemment une anecdote assez révélatrice, ça a été et qui a été reportée dans la presse britannique. Ça a été le moment où nous avons eu des chauffeurs de routiers en provenance du Royaume-Uni qui ont passé la frontière avec les Pays-Bas et des douaniers néerlandais qui ont saisi les sandwichs des chauffeurs routiers en leur disant, eh bien non, maintenant nous allons confisquer vos sandwichs parce qu'il n'y a plus d'importation de viande et par conséquent, on ne peut plus passer la frontière comme ça avec la nourriture. C'était d'une certaine façon assez choquant et je pense que ça a marqué les esprits. Et depuis, il y a énormément d'anecdotes des différentes associations professionnelles britanniques s'occupant du commerce des boissons, du commerce de l'alimentaire, qui signalent des délais très importants pour les exportations vers l'Union européenne en raison de nouvelles formalités administratives. Et même des multinationales a priori assez bien préparées qui avant mettaient 3 heures pour régler des détails administratifs d'un chargement à l'exportation avant le Brexit, maintenant reportent des retards de plusieurs jours. Donc si les choses restent en l'état, il n'est pas impossible que le Brexit conduise à des reconfigurations de chaînes de production dans les prochains mois, par exemple. Et il y a d'autres problèmes qui arrivent, dont on entend parler maintenant de façon assez régulière. Les exportateurs de fruits de mer écossais, par exemple, qui ont énormément de mal à exporter vers l'Union européenne. Donc c'est un petit peu le reality check, comme on dit ici. C'est-à-dire que l'histoire de regain de souveraineté britannique, pour l'instant au moins, se traduit plutôt par une perte de souveraineté, au sens où, loin d'enlever des contraintes, la sortie de l'Union européenne semble plutôt en rajouter dans divers plans et aussi semble diminuer la capacité du Royaume-Uni, au moins pour l'instant, à projeter sa volonté ou à faire des transactions avec le reste du monde. Donc ça va un petit peu à l'encontre de l'idéologie qui avait dominé le Brexit, la campagne du Brexit. Donc ça c'est une première remarque. Bien sûr, si on regarde le futur, il y a énormément de domaines de collaboration qui n'ont pas encore vraiment été explorés entre le Royaume-Uni hors Union européenne et l'Union européenne, en particulier le domaine de la défense, qui n'est pas du tout dans l'accord. Et aussi, de façon plus générale, une base de collaboration qui pourrait être très importante dans les mois à venir, c'est le domaine du climat. Ça, j'y reviendrai aussi avec la collaboration avec les États-Unis. Donc, pour passer brièvement maintenant, parce que je vois que le temps passe avec l'administration Biden, je dirais que là aussi, on a un changement très important, évidemment, avec la fin de l'administration Trump. Et donc, il y a énormément de changements qui vont se produire dus à l'arrivée de la nouvelle administration. Premièrement,
ouf de soulagement, je pense, de beaucoup de gens. Et moi, je soulignerais quelque chose qui peut-être n'est pas très souvent, que les gens ne remarquent pas très souvent, c'est que un changement très important entre les deux administrations, ça sera la compétence des gens qui seront en charge de la politique. L'administration Trump a fait une chasse aux experts, une chasse à la science en général, a détruit énormément de compétences, a détruit les autorités indépendantes de régulation, a dérégulé énormément du côté de l'environnement, du climat, a démantelé des agences qui auraient été en charge des attaques cyber, en charge des pandémies, etc. Ça a été vraiment une administration qui a saboté en quelque sorte l'administration publique aux États-Unis. Et donc, une des premières choses qui va changer avec l'administration de Biden, c'est qu'il y aura de nouveau des administrations qui seront rétablies avec des gens compétents. Et je pense que pour les relations internationales, ça va être extrêmement important. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que l'administration Biden a déjà annoncé un soutien budgétaire très important à l'économie de 1 900 milliards de dollars, qui aura bien évidemment des effets non seulement sur l'économie américaine, mais aussi sur l'économie mondiale. Et comme je vois que je suis déjà au-dessus de mon temps de parole pour mon introduction, je finirai donc en disant que, de la même façon qu'avec le Royaume-Uni, il me semble qu'une des priorités pour l'Europe dans ces nouvelles relations avec l'administration américaine sera de s'entendre sur la politique climatique. Là aussi, il y a vraiment un changement de paradigme entre Trump et Biden. Trump ne croyait pas ou disait qu'il ne croyait pas au changement climatique et d'ailleurs à la science en général. Au contraire, l'administration Biden fait du climat une priorité très importante, avec John Kerry, par exemple, qui sera en charge, donc des signaux très importants. Janet Yellen est aussi, qui sera la secrétaire d'État au Trésor, donc est également très se soucie également énormément du changement climatique. Donc il va y avoir une opportunité vraiment très forte de collaboration sur ces sujets-là, et cela va être bien sûr pas très facile, puisque le genre de politique climatique qui seront mises en place aux États-Unis seront assez différentes vraisemblablement de celles que nous avons en place en Union européenne, avec peut-être plus de place pour les subventions, pour l'investissement vert et moins de place pour le prix de carbone, mais nous verrons bien. Et il faudra donc se coordonner pour éviter le fait que le carbone pourrait être ou la décarbonation des économies pourrait se faire de façon qui soit asymétrique, et pour éviter que les activités polluantes n'aillent d'un continent à l'autre, ou d'essayer d'arbitrer les différences de régulation entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. Donc il va falloir se coordonner de façon très sérieuse sur ces sujets. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment une volonté politique d'essayer d'aboutir quelque part, et c'est quelque chose qui est relativement positif dans la situation actuelle. C'est pour ça que je voulais en parler et peut-être finir mon propos introductif sur ce point-là. Voilà, Emmanuel. Merci infiniment, Hélène Rey, merci beaucoup pour ce panorama, cette vue d'ensemble malheureusement trop courte, mais justement on va pouvoir discuter de tous et approfondir les différents points que vous venez d'évoquer, très importants en termes de géopolitique, d'économie internationale. On pourra parler aussi multilatéralisme. Alors beaucoup de questions sont arrivées pendant votre exposé, Hélène Rey, des questions liées bien sûr à la conjoncture directement liées au Covid, et d'autres questions plus larges sur notamment l'énergie, le pétrole, etc. Alors, je vais commencer peut-être par une source d'espoir ou d'espérance peut-être avec cette question. La crise de la Covid a-t-elle pu faire émerger des niches de croissance jusque-là non suffisamment exploitées? C'est le côté regardons peut-être la bouteille à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide.
Oui, alors effectivement, lorsqu'il y a des grandes crises, il y a souvent des effets d'accélérateur sur des tendances, par exemple technologiques, qui ont été présentes dans nos économies, mais qui sont accélérées du fait du choc fort auxquels sont soumis nos entreprises, les ménages, etc. Donc, dans le cas de la Covid, on pense évidemment à tout ce qui est téléprésence, donc le travail à distance et toutes les technologies qui favorisent le travail à distance, qui peuvent permettre alors à la fois des changements de mode de vie, mais aussi des changements d'organisation à l'intérieur des entreprises qui peuvent être très bénéfiques pour tout le monde, qui peuvent aboutir, si bien géré, à des augmentations de productivité, par exemple, tout en augmentant le bien-être des employés, des ménages, des familles, etc. Donc, sans avoir une vision trop rose de la chose, on peut penser qu'il y a des grandes opportunités de ce domaine-là qui ne demandent qu'à être développées et qui conduiront à des innovations technologiques qui vont pouvoir se greffer sur les innovations existantes et être utilisées de façon accélérée, étant donné que nous avons des contraintes particulières qui sont liées au confinement, etc. Et ces changements qui n'auraient pas eu lieu, finalement, peuvent être accélérés et conduire à des changements positifs dans le long terme. Donc, on peut penser à ça de façon générale avec le travail, mais on peut penser à ça aussi pour la santé, la télémédecine, par exemple, qui pourrait avoir des développements beaucoup plus importants. Pour accompagner tous ces changements qui pourraient effectivement créer de la croissance et de l'innovation, il faudrait avoir des politiques complémentaires en termes de formation, en termes d'inclusion, pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'on est vraiment du côté des innovations, on ratisse large et que tous les jeunes soient formés pour pouvoir contribuer à ce genre d'économie qui peut être l'économie effectivement de demain. C'est très schumpeterien finalement, et c'est ce que dit Philippe Aghion, membre du Cercle des économistes, à travers son dernier ouvrage. C'est toute la problématique de la destruction créatrice finalement dans ce mouvement. Une question, alors peut-être directement liée, justement, quelle cohérence voyez-vous entre les situations sanitaires et économiques avec les variations des marchés financiers? C'est vrai qu'on a vu ces derniers temps des marchés finalement pas inquiets de la situation, on aurait pu s'attendre à pire, et les marchés ont continué à évoluer positivement. Oui, donc là, je pense qu'il faut faire attention sur l'interprétation des valeurs financières et de ce que disent les marchés, parce que les valeurs ne reflètent pas uniquement, bien sûr, les anticipations sur les fondamentaux futurs de l'économie, mais ils reflètent peut-être avant tout, dans cette période, les interventions des banques centrales. Et le fait que lorsque les intervenants sur les marchés achètent certains actifs, ils ont bien dans l'esprit que si les banques centrales continuent d'intervenir pour supporter l'économie et qu'elles achètent certains types d'actifs, elles vont effectivement faire augmenter les prix. Donc on achète avec l'espoir que le prix de l'actif qu'on achète va augmenter, qu'on va faire des gains en capitaux. Donc l'évaluation ne reflète pas uniquement les anticipations des fondamentaux, mais il reflète, je dirais de façon très importante, les interventions des banques centrales. Et n'oublions pas aussi que les taux d'intérêt sont très bas, indépendamment des volumes d'achat. Donc lorsqu'on discounte des flux de revenus dans le futur et des taux d'intérêt très bas, de toute façon, ça conduit à faire augmenter l'évaluation des actifs. Donc il faut faire attention à l'interprétation des valeurs financières en ce moment. Alors, il y a les valeurs financières et puis les monnaies. Alors, on parle beaucoup de la guerre des monnaies. Une question de Camille. Est-ce la fin du dollar comme monnaie refuge, selon vous, Hélène Rey? Alors ça, c'est une question très vaste qui demanderait probablement une émission tout entière qui lui soit dévolue. Mais je pense qu'il y a donc disons des mécanismes qui sont à l'œuvre en ce moment qui sont assez intéressants. Nous savons tous que lors des grandes crises, d'habitude, le dollar est monnaie refuge. Et
si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en 2008, au moment de la crise des subprimes, nous avons une appréciation du dollar qui a été très intense entre 2007 et 2009, à un moment où il y avait le risque se matérialiser dans l'économie mondiale. Tous les actifs risqués ont vu leur valeur chuter de façon soudaine et assez massive. Et les seuls actifs dont la valeur a augmenté et qui attiraient des investisseurs à l'époque, c'était les bons du Trésor américain. Et donc le dollar s'appréciait en raison de la bonne tenue des bons du Trésor américain et les flux envers ces actifs refuges. C'est quelque chose qui repose sur la confiance qu'ont les marchés financiers vis-à-vis du dollar, sur le rôle du dollar en tant que monnaie internationale avec divers aspects. Le dollar est la plus grande monnaie de réserve. Énormément de banques centrales ont leurs réserves majoritairement en dollars. Énormément de pays fixent leur taux de change vis-à-vis du dollar. La liquidité des marchés d'échange en dollars et les émissions de bons internationaux en dollars sont de loin majoritaires. Donc le dollar a énormément de rôles dans le système financier international qui sont complémentaires et qui lui donnent un statut qui est très privilégié. J'ai moi-même fait des recherches mettant en avant le rôle, le privilège exorbitant du dollar, pour citer Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui avait parlé de ce privilège dans les années 60 alors qu'il était ministre du général de Gaulle. Et ce privilège exorbitant consiste dans le fait que les gens ayant confiance dans le dollar et le dollar étant très liquide, les États-Unis étant au centre du système monétaire international, les États-Unis n'ont généralement aucun mal à se refinancer. Et tout le monde veut bien prêter en dollars, et par conséquent, les États-Unis peuvent emprunter à bas coût et importer ou alors acheter des actifs plus risqués. Donc ils font de l'intermédiation comme un banquier et gagnent de l'argent sur cette intermédiation. Donc c'est un rôle assez privilégié qui est lié à ce statut de valeur refuge. Bien, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas vu une appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro qui soit comme ce qui s'était passé en 2008. Et on a même vu des hoquets assez disruptifs, nous dirons, dans les marchés du trésor américain au mois de mars, où il semblerait qu'il y ait eu des problèmes de liquidité, que la microstructure du marché, en quelque sorte, n'a pas résisté à la demande de liquidité très forte de cash en mars 2020. Et donc, il y a eu des interventions de la Fed de New York en particulier pour calmer les choses, parce que les marchés étaient très, très, très volatiles. Donc, c'est une espèce de petite faille, peut-être, qu'on voit apparaître dans le rôle de valeur refuge du dollar, qui, à mon avis, s'inscrit dans le sens de l'histoire. Donc, je ne dis pas que les choses vont changer du jour au lendemain, mais qui s'inscrit dans le sens de l'histoire parce qu'on voit bien qu'en valeur relative dans l'économie mondiale, le PIB des États-Unis baisse, et baisse de façon tendancielle depuis assez longtemps maintenant, en raison en particulier de la croissance chinoise. Donc, on peut penser que sur le long terme, un pays dont le poids économique baisse ne pourra pas soutenir éternellement le rôle de monopole en termes de valeur refuge. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la livre sterling et le rôle du Royaume-Uni qui déclinait dans l'économie mondiale. La livre sterling qui restait la monnaie la plus importante, et puis à un moment donné, on bascule dans un autre système où l'économie dominante du moment, qui était là à ce moment-là en 44 et un peu avant, c'était les États-Unis, devient vraiment chasse l'ancienne monnaie dominante et prend sa place. Eh bien, on pourrait peut-être être un petit peu au début de ça. Alors justement, une question, vous évoquiez la Chine. Si la Chine, demande Olivier, si la Chine sort renforcée, comment cela va-t-il se manifester dans les 2 ou 3 ans à venir? Quel est votre regard global sur cet aspect des choses?
Alors, la Chine, de façon, enfin, si on regarde simplement les chiffres économiques, sort renforcé au point de vue de la croissance réelle, au point de vue des liens commerciaux. En revanche, ce qui est toujours assez frappant, c'est que justement d'un point de vue financier et d'un point de vue monétaire, le yuan n'est absolument pas jusqu'à présent une monnaie dominante. C'est-à-dire que le poids du yuan dans les effets, dans les échanges internationaux est relativement faible, et même très faible, si on le compare évidemment au dollar, mais aussi si on le compare à l'euro. Le poids du yuan est toujours très faible, et les marchés financiers, les instruments financiers qui sont en yuan sont toujours très sous-développés par rapport au dollar, par rapport à l'euro, etc. Donc c'est un peu comme si on avait une émergence à plusieurs vitesses. D'abord, le côté économie réelle, avec PIB et avec liens commerciaux, où là, la Chine est vraiment un nœud dans les réseaux d'échange, un nœud qui est aussi élevé, aussi grand que les États-Unis ou que l'Union européenne. Mais si on regarde au point de vue des échanges financiers, la Chine est toujours assez sous-développée. C'est toujours un nain. Donc il y a une espèce de deux vitesses qui est en train de, pour l'instant, qui est établie dans les échanges internationaux, avec une différence assez nette du côté commercial par rapport au côté financier. Évidemment, tout cela est dynamique, et les initiatives chinoises d'internationalisation de leur monnaie sont en train de se faire. Alors on peut les relier à la route de la soie, et on peut les relier aussi à toutes les initiatives chinoises qui sont, par exemple, de participer au panier de SDR du FMI, des DTS, pardon, en français, des droits de tirage spéciaux, qui donnent un statut plus international à leur monnaie, la volonté d'inclusion dans les index des grandes banques, et la volonté de développer les marchés de dérivés, de marchés de matières premières, etc. en yuan, tout cela étant poussé à Pékin. Donc je pense qu'on est en train d'assister vraiment à cette émergence. Il y a une volonté politique derrière. Quelques questions, beaucoup de questions même sur l'aspect énergétique de cette conjoncture à venir post-Covid. Quel rôle du pétrole dans la relance espérée? C'est une question qui nous vient de Gaëtan. Cours susceptible de repartir très vite à la hausse ou stock trop important? Qu'attendre également sur ce point des relations d'ailleurs entre Biden et MBS, donc du côté des pays producteurs. Donc déjà le poids du pétrole dans cette géopolitique économique post-Covid. Alors, je me garderai bien de faire des pronostics sur le cours du pétrole parce que je ne suis pas du tout une experte du marché du pétrole. Donc là, je vais m'abstenir totalement. C'est plus le rôle, en fait. La question porte plus sur le rôle du poids du pétrole. Oui, oui. Donc là, en revanche, première remarque que j'aimerais faire, c'est que pendant les confinements de la Covid, nous avons assisté vraiment à une baisse extraordinairement abrupte de l'activité économique. J'ai montré les chiffres auparavant, ce sont vraiment des baisses inédites d'activité économique, et même avec ces baisses d'activité économique, si on regarde l'émission de carbone dans l'atmosphère, bon évidemment on a baissé les émissions de carbone dans l'atmosphère, je crois que les estimations c'était de l'ordre de 8% de baisse, mais ce sont des baisses d'émissions planétaires qui ne nous permettraient pas, enfin il faudrait les renouveler chaque année en quelque sorte pour pouvoir peut-être espérer atteindre notre but de zéro émission nette en 2050. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même des décroissances extraordinaires qui conduisent énormément de gens à perdre leur emploi, à perdre du revenu, etc., ne permettent pas de diminuer les émissions de carbone de façon soutenable pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Par conséquent, cela nous montre bien que
simplement miser, comme certains, sur la décroissance ou ce genre de concept pour atteindre nos objectifs climatiques, c'est vraiment une vue de l'esprit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et cela souligne le fait qu'il faut absolument changer les structures de production. Donc c'est comme ça que j'aborderai la question du rôle du pétrole. C'est que finalement 2050, maintenant c'est demain, hein, c'est dans pas très longtemps, et que pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut vraiment accélérer la substitution en dehors du pétrole et de toutes les énergies fossiles et très carbonées vers d'autres types d'énergies décarbonées. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il faut vraiment changer la façon dont on produit les choses, nos appareils productifs. On ne peut pas le faire par la décroissance, je pense que c'est assez clair. Donc il faut vraiment changer les structures. Donc pour moi, le rôle du pétrole, il doit être minimal. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible, alors là il y a tout un tas évidemment de conséquences qui suivent, le plus rapidement possible, un prix du carbone qui augmente avec un sentier qui soit compatible avec nos objectifs climatiques de 2050. Ça veut dire une augmentation assez rapide. Et ça a beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences sur la distribution, sur les revenus des gens, sur les pouvoirs d'achat, etc. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'effet et penser à l'effet gilet jaune, en quelque sorte, et bien faire en sorte que les revenus d'une taxe carbone ou équivalent soient redistribués aux bonnes personnes de façon progressive, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un prix du carbone qui augmente de façon assez rapide et donc d'un pétrole qui devrait diminuer de façon assez rapide entre maintenant et 2050. Et il faut mettre en place des institutions capables de gérer ça et bien penser aux effets redistributifs. Alors justement, dans ce cadre, les relations géopolitiques sont très importantes. C'était la deuxième partie de cette question. La relation, comment la voyez-vous entre le nouveau président, enfin le président élu américain, qui encore une fois prendra investira pleinement son poste donc mercredi, après-demain. Comment voyez-vous ces relations entre Biden et je dirais les pays producteurs, notamment le fameux MBS? Mohamed Ben Salman. Alors, je peux pas évidemment, je veux pas me prononcer sur les relations spécifiques entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Puis il y a beaucoup de dimensions qui sont hors du champ économique et de l'ordre géopolitique. J'ai peu d'expertise dans ce domaine-là. Je peux simplement dire que ce qui est vraiment clair, je pense, en termes de changement entre l'administration Trump et l'administration Biden, c'est l'attitude face au climat. On ne peut pas forcément dire la même chose vis-à-vis par exemple, de la Chine, où la continuité sera vraisemblablement plus importante entre l'administration Trump et l'administration Biden. Mais si on prend le problème du climat, là, il y a vraiment un contraste qui est très, très apparent. Nommé John Kerry, qui est quand même quelqu'un de très, qui s'est battu pour le climat et de très, avec un gros poids dans le système politique américain sur le climat, c'est un signal très très fort. Il y a eu énormément de prises de position de Biden dans le domaine et la nomination de Janet Yellen aussi, qui a travaillé sur ces sujets dans les mois précédents. Et aussi un signal très très fort. Donc, je ne connais pas évidemment les spécificités, quelles seront les politiques spécifiques qui seront mises en place par l'administration Biden. Il y a fort à parier qu'il y aura à la fois des subventions du côté productif pour changer l'appareil productif américain pour verdir l'économie, et peut-être aussi des mesures prises du côté taxe carbone. Et donc c'est là qu'il va falloir complètement harmoniser nos politiques pour créer un grand espace où le prix du carbone soit à peu près homogène entre les États-Unis et l'Union européenne et d'autres pays qui se joindront à ce grand espace. Donc je pense là il y a vraiment des progrès qui peuvent être faits. C'est un des points de convergence sur lesquels j'espère que aussi la COP26 qui aura lieu à Glasgow en novembre
permettra d'avancer beaucoup avec le Royaume-Uni aussi en collaboration avec l'Union européenne. Hélène Rey, on va revenir sur une question que vous avez déjà abordée largement et des questions sont intervenues entre-temps en fait autour des monnaies. Les monnaies émergentes vont-elles avoir une plus grande importance à l'avenir? Je vous donne les 2-3 questions. Hein. Est-ce que l'euro peut devenir la monnaie dominante? Ça, c'est une question de Pascal. Donc, à la fois sur les monnaies émergentes, est-ce qu'elles vont prendre de plus en plus d'importance? Et finalement, est-ce que l'euro peut tirer son épingle du jeu dans cette affaire? D'accord. Donc, les déterminants de l'importance de monnaie. Tout d'abord, il faut des pays qui soient, d'un point de vue économique, suffisamment importants, à la fois si on les mesure avec le PIB ou si on les mesure en termes de liens commerciaux. Historiquement, et on comprend assez bien à cause du rôle de la liquidité qui est vraiment important pour l'utilisation des monnaies, c'est simplement les gros acteurs qui peuvent avoir des monnaies internationales importantes. Le Luxembourg, même si le Luxembourg, en tant que petit pays, avant d'entrer dans l'euro, avait des politiques macroéconomiques stables, on ne pense pas que la monnaie luxembourgeoise puisse vraiment devenir la monnaie mondiale. Ou maintenant, même la monnaie suisse, ça peut être une valeur refuge, mais on peut pas penser. C'est difficilement concevable que le franc suisse soit la monnaie mondiale dominante. Donc, il faut non seulement avoir des politiques macroéconomiques qui soient responsables avec des institutions solides, mais aussi il faut avoir un rôle de poids dans l'économie mondiale, qu'il y ait des raisons, en quelque sorte, fondamentales de faire des transactions dans votre monnaie. Donc, il n'y a pas énormément de pays qui satisfont ce critère. Il y a évidemment les États-Unis, il y a la zone euro et il y a la Chine, de plus en plus. Maintenant, du côté donc, ce sont les 3 monnaies, nous dirons pour l'instant, candidates à ce genre de dominance monétaire. Maintenant, il faut plus que ça. Il faut aussi que les marchés financiers soient développés. Il faut que lorsque l'on fasse des transactions en yuan, par exemple, on ait des marchés de dérivés pour pouvoir couvrir les risques, on ait de la profondeur dans différents instruments financiers. Et ça, pour l'instant, ça manque à la fois du côté chinois, mais ça manque aussi, ou ça manquait du côté de la zone euro, dans le sens où, si nous regardons le marché des bons en zone euro, on avait toujours un bon français, enfin des obligations françaises, des obligations du Trésor français, des bons italiens, des bons allemands, etc. Avec jusqu'à une époque assez récente, et on ne peut pas sûr qu'on ait terminé avec cela, des mouvements de flux de capitaux assez violents lorsque le risque monte, lorsqu'il y a des volatilités sur les marchés, des gens qui sortent du marché italien et qui vont vers le Bund allemand, par exemple. Donc, c'est pas un marché unifié qui fonctionnait très bien, le marché de la zone euro, en matière d'obligations. Et ça, c'est un handicap pour l'internationalisation de la monnaie. Alors, nous avons fait des progrès dans la zone euro, dans le sens où maintenant, par exemple, la BCE est devenue beaucoup plus active dans les marchés, et aussi nous avons émis de la dette commune. Et ça, c'était un grand pas qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps. Donc, tout cela va à mon avis, dans la bonne direction si on a pour objectif de faire de l'euro une monnaie internationale qui soit plus utilisée dans les transactions internationales. Il semblerait d'ailleurs que c'est quelque chose que la Commission a mis dans ses objectifs de façon assez récente, et qu'il y a d'ailleurs ces jours-ci, un projet d'internationalisation de l'euro avec quelques mesures pour renforcer les capacités d'internationalisation de l'euro qui soient mises à l'étude du Parlement européen et que la Commission a concocté. On voit bien que c'est pour éviter aussi la dominance du dollar en matière d'extraterritorialité, les sanctions contre l'Iran, donc l'extension de la zone dollar qui nous empêche de faire des transactions avec certains pays, etc. C'est une histoire de souveraineté monétaire là qui est derrière tout ça.
donc je pense que c'est très intéressant de regarder ce qui va se passer et qu'il va effectivement peut-être bien y avoir quelques soubresauts de ce côté-là, oui. Alors justement, il y a des questions sur un éventuel nouveau plan de relance en Europe. Je vous poserai la question dans un instant, mais il y a les outils, il y a les moyens. Question autour de la politique monétaire. Pensez-vous que le niveau bas des taux d'intérêt soit tenable sur un moyen terme? Quels seraient les facteurs de remontée? Et autre question, cette fois d'Olivier, quelle sortie possible des politiques d'hyperliquidité des banques centrales sans étrangler les États justement excessivement emprunteurs depuis 18 mois. Donc comment vous voyez évoluer la courbe des taux et effectivement, quelle sortie possible sans mettre le couteau sous la gorge des États qui sont hyper emprunteurs? Bien sûr, tout cela, ce sont des questions très importantes. Donc, une première chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que les banques centrales fixent les taux nominaux et leur mandat, c'est bien sûr la cible d'inflation tout en soutenant l'activité. Enfin, ça dépend quelle banque centrale, mais par exemple la Fed, son mandat, c'est ça, c'est un mandat dual. Et pour réaliser leur mandat, elles doivent tenir compte de ce qu'on appelle un taux d'intérêt réel d'équilibre qui, lui, dépend des fondamentaux de l'économie réelle. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. Le taux d'intérêt réel en économie est une variable qui dépend de l'équilibre entre l'investissement et l'épargne. Pensons-y au niveau mondial, ce sera plus simple. Donc, s'il y a beaucoup d'épargne au niveau mondial et peu d'investissement, le taux d'intérêt réel baisse. Et s'il y a inversement beaucoup d'investissements, donc si on est dans une période de croissance forte et peu d'épargne, le taux d'intérêt réel augmente. Cette variable de taux d'intérêt réel est donc absolument déterminante pour comprendre ce que fait la politique monétaire, qui essaye d'atteindre le taux d'intérêt réel d'équilibre, en quelque sorte, et qui pour ce faire, a à sa disposition son taux de politique monétaire. Donc, quand on est dans une situation comme la situation actuelle, où l'économie ne va pas très bien, et ça a été le cas pendant quelque temps, où les taux d'intérêt réels sont très bas, ça veut dire qu'il y a trop d'épargne en quelque sorte et pas assez d'investissement. Et donc, pour essayer d'augmenter l'investissement, les politiques monétaires baissent le taux nominal. Elles continuent à essayer de faire baisser le taux nominal pour stimuler l'investissement. C'est ce qu'elles font. Donc, en quelque sorte, elles sont déterminées par ce qui se passe du côté de l'économie réelle, par ce déséquilibre entre épargne et investissement qu'il y a dans l'économie mondiale. Or, ce déséquilibre entre épargne et investissement, cette baisse du taux d'intérêt réel, est tendancielle depuis les années 80. C'est-à-dire, si vous regardez les taux d'intérêt réels depuis 1980, ils n'arrêtent pas de baisser. Et ça, vous pouvez le regarder dans l'économie américaine, dans les économies de l'Union européenne, au Japon. Enfin, vous regardez ça, c'est une tendance. Cette tendance, certains l'appellent une tendance de stagnation séculaire. Il n'y a pas vraiment d'accord là-dessus. On pense que c'est lié à la démographie, le vieillissement de la population, qui conduit à un surcroît d'épargne et pas assez d'investissement. Ou peut-être elle peut être liée à une décroissance, enfin une croissance moins forte de la productivité, ou elle peut être liée à l'effet de la crise financière, enfin ou renforcée par l'effet de la crise financière, voire renforcée par la pandémie actuelle, qui conduit à beaucoup d'épargne de précaution. Mais en tout cas, ce taux d'intérêt réel bas, il semblerait bien qu'il soit là pour encore plusieurs années. En tout cas, il y a pas tellement de raisons de penser qu'il pourrait remonter, disons, dans les 2-3 années à venir, au moins. Et après, on ne sait pas trop, hein, mais il est dur de penser qu'il pourrait remonter de façon abrupte rapidement. Donc, si c'est le cas, il y a peu de raisons de voir une remontée des taux d'intérêt des banques centrales. Évidemment, alors, il faut toujours être prudent quand on est économiste. Hein. Il peut toujours y avoir des événements, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Donc, qu'est-ce qui pourrait, si le taux d'intérêt réel reste bas,
qu'est-ce qui pourrait faire changer la politique des banques centrales dans le court terme, ou est-ce qu'il y a des risques? Il y a toujours un petit risque. Alors on pourrait penser qu'il pourrait un choc d'offres important qui fasse que soudainement il y a une inflation qui parte et qui affecte les anticipations d'inflation des agents. Et donc que les banquiers centraux aient peur que les anticipations des agents soient très nettement au-dessus de leur cible d'inflation, pourrait les faire réagir. Est-ce que c'est très probable? Honnêtement, c'est difficile de voir ça, hein. Mais il y a toujours des risques qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, à bien vous entendre, Hélène Ray, on va pouvoir continuer à investir finalement, puisque les taux, si on vous croit, ne vont pas remonter de sitôt. Bon, bien sûr, il faut relativiser ce genre d'analyse, comme vous l'avez fait. Question justement, est-ce que c'est le moment de lancer un nouveau plan? Est-ce qu'il y a nécessité d'un second plan de soutien en Europe? Un second plan, un deuxième plan de soutien européen? D'abord, il faut le premier plan de soutien est en pleine implémentation, donc c'est difficile de... Ou alors compléter peut-être le premier. Déjà, il faut mettre en place le Next Generation EU, donc il faut le mettre en place. Il faut faire... il arrive en complément avec les plans nationaux. Donc, il y a certainement une réflexion très importante à avoir sur les dates, les moments d'implémentation des différentes phases. Donc, il faut faire très attention à soutenir l'économie dans le court terme, puisque l'économie dans le court terme est toujours très déprimée. Donc, il faut bien sûr avoir un support budgétaire important dans le court terme. Et puis après, il faudra beaucoup d'investissements pour réaliser cette transition énergétique et voire numérique dont j'ai parlé. Et c'est justement un peu le point de Next Generation EU, c'est de permettre ces changements de structure dans nos modes de production. Donc il faut penser un petit peu à ces plans, je pense, de façon séquentielle. Un soutien dans le court terme qui est très très nécessaire pour les économies et qui a à voir avec l'assurance des agents qui peuvent pas travailler, certains secteurs qui ont vraiment un gros problème. Donc il faut absolument les aider, c'est une première chose. Et puis, il faut s'assurer que la demande reprenne, la demande privée reprenne. Et lorsque la demande privée reprend, donc là, il faudra bien doser les efforts budgétaires, voir les dépenses, etc. Il faudra faire attention à préparer l'avenir, à la fois en termes de chemin futur de la dette, et aussi en termes de changement structurel de l'économie. Donc je pense que les préoccupations sont assez différentes dans les différentes phases que je viens de décrire, le court terme et le moyen long terme. Il y a un gros problème posé par les entreprises zombies aujourd'hui, ces entreprises de plus en plus nombreuses, on le voit en Europe, on le voit en France, qui vivent finalement sur de la dette. C'est d'un point de vue macroéconomique un point que vous, en tant qu'économiste, donc macro, Hélène Ray, vous regardez particulièrement près. Vous trouvez ce phénomène inquiétant? On en parle de plus en plus de ces entreprises zombies. Pour l'instant, on a, comme vous le savez, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de faillite d'entreprise ou quoi que ce soit parce qu'on a des bonnes mesures de soutien qui ont été mises en place avec le confinement. Du moment que les secteurs ne pouvaient pas travailler, les gens ne pouvaient pas travailler, bon, c'était tout à fait normal de les assurer et de leur donner des prêts ou même des dons, hein. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des business qui seront tellement endettés qu'ils ne pourront pas s'en sortir? Mais là, il faut faire très attention parce que il y a des business qui pourraient avoir un avenir dans des conditions normales, mais qui seront tellement pénalisés par leur dette qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Donc cela, il faudrait essayer de les recapitaliser. Hein. C'est pas des entreprises zombies. Il faut juste que il y a eu un surcroît de dette qui est dû aux circonstances de choc exogène de la Covid et qui fait que si on les laisse seuls
sans les recapitaliser, ils pourront pas s'en sortir, mais sinon, s'ils n'avaient pas eu cette dette, ils pourraient très bien être viables. Donc ça, c'est pas des zombies. Il faut les recapitaliser, il faut faire quelque chose. Et puis, il peut y avoir effectivement, par contre, des business qui, en arrive, même avant la crise Covid, n'étaient pas très viables et qui, avec la crise deviennent complètement des entreprises qui sont portées à bout de bras, mais qui n'ont pas vraiment d'avenir. Mais ça, bon, le problème de tout ça, c'est donc évidemment, il faudra il y aura des liquidations et des faillites, mais c'est très difficile. Il y a toujours des zones grises. Hein, c'est très difficile d'identifier les zombies des non-zombies. Et donc, il faut faire, d'abord, qui doit le faire? Et deuxièmement, il faut penser aussi aux externalités. Donc, dans le processus de destruction créatrice que vous avez mentionné, il faut quand même penser aussi aux externalités négatives qui résultent de trop de faillites. Et de fait que des faillites peuvent en enchaîner une autre, et que quand on ne sait pas trop si une entreprise, il faut laisser une entreprise faire faillite ou pas, il faut penser aux effets dominos qui peuvent s'enclencher, aussi aux effets sociaux, évidemment, sur les différents bassins d'emploi, avec en gardant à l'esprit qu'énormément de petites entreprises dans les régions, c'est l'emploi local. Et il y a des effets sociaux derrière qui peuvent être très importants. Donc je suis pas sûre que toutes les externalités soient prises en compte dans l'analyse schumpeterienne. Il faut faire très attention à ça. Hélène Rey, nous arrivons au terme de cette visioconférence. Je me permets une toute dernière question. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Londres, où vous habitez et où vous enseignez aujourd'hui. Alors une question concernant justement... alors attendez, hop, voilà. Pensez-vous que le projet des Brexiteurs de faire de Londres le fameux Singapour de l'Europe a définitivement échoué? Derrière, évidemment, on voit le Brexit. Je pense que d'abord, il faudrait s'entendre de ce que ça veut dire le Singapour de l'Europe, parce qu'on a des mythes sur le Singapour. Il y a des mythes qui disent c'est une entité complètement dérégulée, avec des régulations minimales, etc. Et ça me paraît pas vraiment correspondre à ce qu'est Singapour. Donc, il faudrait définir ce que serait le Singapour de l'Europe. Et pour l'instant, je dois dire qu'on ne sait pas. Puisque ce qui est assez frappant, même dans la discussion post-Brexit, c'est que il n'y a pas eu de prise de position claire du gouvernement sur la question de quelle régulation européenne allons-nous bien pouvoir nous écarter maintenant que le Brexit est fait. C'est une question, on avait l'impression que les Brexiteers dans la campagne avaient insisté sur le fait que nous voulons être très différents de l'Europe, etc. On va profiter de toutes ces opportunités phénoménales pour avoir une Grande-Bretagne globale. Mais dans les faits, il n'y a eu aucune déclaration qui précise ce que pourrait vouloir dire une Grande-Bretagne globale, ni sur ce que les différents secteurs pourraient bien faire pour se démarquer de l'Union européenne. Et c'est tout à fait le cas dans les secteurs financiers, où on n'a pas du tout d'indication sur est-ce qu'il y a une volonté de dérégulation ou est-ce qu'au contraire, la recherche d'équivalence va vraiment primer et comment s'assurer d'une continuité avec l'Union européenne de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste à définir et qui est tout à fait ici en débat. Et je peux même vous dire qu'à mon avis, ça va dépendre grandement des rapports de force au sein du Parti conservateur. Eh bien, écoutez, merci pour cette analyse très précieuse. Merci infiniment. On voit à travers les différents points que vous avez évoqués, Hélène Rey, que nous entrons vraiment dans finalement un nouveau monde ou un monde peut-être complémentaire. Et en tout cas, nous quittons un monde disrupté pour construire autre chose. Et on l'a bien compris avec tous les indicateurs et éléments que vous avez cités. Merci infiniment pour cet exposé que l'on peut retrouver, bien sûr, que l'on pourra retrouver très vite en podcast sur le site internet du Cercle des économistes. Merci infiniment Hélène Rey. Il y avait encore beaucoup de questions, mais vous reviendrez bien sûr en tant que membre du Cercle des économistes pour nous présenter d'autres éléments. Je rappelle simplement que d'autres événements vont bientôt venir, notamment cette semaine, c'est le jeudi prochain, le 21 janvier, ce sera de 8h30 à 9h30, une conférence de presse du Cercle des économistes 2021
Plongeons ou rebond avec 8 économistes et des politologues, le président du cercle Jean-Hervé Lorenzi, il y aura Hippolyte Dalbis, Patrick Artus, Françoise Benamou, Jean Pisani-Ferry, Dominique Régnier de la Fondapol, Dominique Plion d'Attaque, je ne peux malheureusement pas tous les citer. En tout cas, ce sera en live sur le site du Cercle des économistes jeudi matin à partir de 8h30. Merci infiniment Hélène Ray. Merci à vous toutes et tous qui nous avez rejoints ce soir et qui avez posé beaucoup de questions très pertinentes. Et je vous dis à très bientôt avec le Cercle des économistes. Merci à tous. Merci, au revoir.